Ok, estamos agora ao vivo e a cores. Vamos começar a dar início ao primeiro webinar de uma série de webinars, cujos títulos desse conjunto de webinars é Intervenção e Transformação nas Organizações. Esse webinar está sendo uma iniciativa do Programa de Engenharia de Produção da COP, através da minha pessoa. Eu sou Francisco Duarte, do Departamento de Engenharia de Produção da UFMG, com o professor Francisco Lima. Dá um tchauzinho aí. Olha lá. E da Amanda Xavier, que é a nossa coordenadora aí do Clube da Economia da Funcionalidade e da Cooperação do Rio de Janeiro. A ideia desse seminário foi poder ter um espaço para a gente conversar e discutir sobre as intervenções que a gente faz, que a gente assiste nas organizações e as transformações que isso vem provocando dentro das organizações, e não só no perímetro das organizações, mas também a nível de todo o território. Então, nós vamos ter uma série de apresentações mensais que terão, além de pesquisadores convidados, empresários, pessoas de empresas e outros atores sociais. Para começar essa série de webinars, nós convidamos a professora Valérie Puyot, parceira de vários projetos, de vários trabalhos, de vários acordos de pesquisa. Ela vai contar algum deles, e ela vai falar sobre tendências do trabalho, bases para uma prospectiva, que vem a ser um trabalho resultante da tese de habilitação a dirigir pesquisa que ela defendeu em Lyon no final do ano passado. Valérie, c'est un plaisir d'être avec toi et t'avoir ici de notre premier webinar. À tous qui êtes loin derrière vos écrans, merci de cette invitation. Je suis très touchée d'avoir été conviée. Je suis heureuse de pouvoir contribuer à ces séminaires durant cette période qui n'est pas facile de Covid. Et voilà, je suis très touchée de cette sollicitation. Francisco m'a demandé d'abord de dire quelques mots de mon parcours en ergonomie. Donc, je vais essayer de faire bref. Ce que je peux dire, c'est que dès le départ, ce parcours, il a été guidé par la préoccupation de prendre soin de l'humain, par la nécessité aussi d'agir en connaissance de cause dans un monde complexe et déjà en crise, puisque je rentre dans l'âge adulte dans les années 80. Quelques dates clés: 84, c'est l'accident industriel de Bhopal. 86, c'est la catastrophe de Tchernobyl. 87, la bourse de Wall Street qui s'effondre. 89, la chute du mur de Berlin. Les années 80 que l'on avait espérées flamboyantes l'ont été, mais pas de la manière dont on l'avait envisagé. Et on peut dire que ces événements que je viens de vous évoquer sont vraiment des déflagrations humaines, environnementales, politiques, industrielles, économiques, technologiques, qui vont amener à reconsidérer le monde. Alors, devant ces événements, je décide de prendre soin de l'humain en m'engageant dans des études de médecine, mais que je trouve trop centré à mon goût sur un prendre soin qui est réactif, qui est ponctuel, trop orienté vers des individus uniquement, et donc je vais chercher à avoir une action plus globale en suivant une formation pour devenir ingénieur sécurité. Je pense alors trouver des moyens d'action plus globaux, et si j'y acquiers des compétences qui sont utiles en sciences des dangers et en droit notamment, je fais aussi le constat à l'occasion de cette formation que les modalités d'action de l'ingénierie centrée sur la sécurité est trop focalisée, en tout cas à l'époque, sur des dimensions physiques, en extériorité par rapport aux travailleurs, et qu'elle vise essentiellement à faire respecter le cadre réglementaire,
Alors, je trouve que se prendre soin vertical, technique, réglementaire, externe est plus prescriptif que transformatif et il ne me convainc pas. En revanche, c'est là que je découvre l'ergonomie et je vais donc décider d'aller suivre des enseignements pour devenir ergonome à la maîtrise sciences et techniques d'Orsay. Je vous donne 2 noms de personnes que vous entendrez peut-être, qui vous disent quelque chose, qui sont passées par cette même formation. Alain Garrigou, professeur d'ergonomie à l'Université de Bordeaux, et Jean-Claude Sagot, professeur à l'université, à l'UTBM. Voilà, quelques noms comme ça. Il y a aussi Gabriel Carbaleda ou Thierry Morlet, qui est le président de la Société d'ergonomie de langue française, qu'il a été. Alors, à Orsay, je fais mes gammes ergonomiques. J'apprends l'analyse ergonomique du travail, j'apprends l'analyse de l'activité, mais elles sont mobilisées à Orsay uniquement dans le cadre des interventions de type diagnostic, c'est-à-dire quand on est appelé à intervenir lorsqu'il y a des problèmes dans des situations existantes. Aussi, pour compléter ma formation sur les modalités d'intervention, je suis en parallèle des cours du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers, sur la conception, sur la conduite de projets de conception, qui sont alors donnés par François Danielou et Pascal Béguin. Mais au fil de mes expériences dans les entreprises, je constate que dans les milieux industriels de haute technologie, où j'interviens plus particulièrement, on conduit des projets de modernisation, mais que je qualifierais d'absents de modernité. Je m'explique. Les décisions que l'on prend sont sans considération pour les travailleurs, assez loin de considérations technologiques et techniques, et on privilégie des dimensions économiques ou gestionnaires. L'idée d'un progrès qui permettrait de faire le lien entre un projet sociétal et spirituel et qui pose dans la tradition humaniste que des découvertes scientifiques, techniques profiteraient aux sphères sociales est vraiment mal en point. Et il m'apparaît alors évident qu'il faut mieux comprendre les dimensions politiques, stratégiques, économiques et gestionnaires qui sont en arrière-plan de ces projets. C'est pourquoi je décide de me doter d'outils pour penser et agir à la croisée de quelque chose qui serait entre les sciences de l'ingénieur et le pilotage des systèmes de production. Et c'est ce que je fais en intégrant une formation tout à fait originale qui vient d'être créée alors par l'École nationale des ponts et chaussées et l'Université de Marne-la-Vallée, et avec la participation de l'École des mines, de l'École polytechnique et du Conservatoire national des arts et métiers. Le projet de cette formation prestigieuse est très pluridisciplinaire puisqu'il y a de la sociologie, des sciences de la gestion, du génie de production, de l'histoire, de l'économie, etc., etc. C'est vraiment de former des dirigeants qui seront capables, et des ingénieurs, qui seront capables de penser autrement les transformations du travail et de les piloter. C'est là que je vais rencontrer Antoine Laville, professeur d'ergonomie, qui sera mon futur directeur de thèse. Antoine est alors invité par Serge Volkov et Michel Golac. Il est directeur du laboratoire physiologique et cognitif de l'École pratique des hautes études. Il succède à Jacques Leplat, qui est quand même considéré avec Alain Wissner comme un des pères fondateurs, je crois, de l'ergonomie, en tout cas de la psychologie ergonomique en France. Et Antoine vient présenter des recherches qui sont conduites, réalisées au sein du Centre de recherche et d'études sur l'âge et les populations au travail, le CREAPT, qui répond à des problématiques qui sont liées au vieillissement de la population et à l'évolution des technologies. Et alors, cette présentation, outre le fait qu'Antoine Laville était vraiment un homme très charmant et un homme de terrain extraordinaire, ce qui me convainc, ce sont 2 choses. La première chose, c'est que le CREAPT, les personnes du CREAPT mènent des explorations qui vont du macro au micro, qui explorent tout à la fois des décisions stratégiques jusqu'à l'activité de travail, alors que l'ergonomie est à ce moment-là très myope et très intéressée, très pertinente pour voir ce qui se passe au niveau du micro, mais appréhende peu des dimensions au niveau du macro. Deuxième chose qui m'intéresse, le CREAPT mène des approches longitudinales et quantitatives. S'intéressant par le vieillissement, on est obligé de considérer des process, et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez original à l'époque. Et ça me semble vraiment répondre aux enjeux que j'avais identifiés précédemment. Et l'intérêt de cette présentation d'Antoine, c'est aussi la découverte d'un dispositif de recherche particulier, puisque le CREAPT, c'est un groupement d'intérêt public
qui regroupe des partenaires institutionnels, des partenaires de recherche académique, mais aussi, et ce qui est plus original, des partenaires entreprises, un peu sur ce qui est finalement proposé au sein du club, qui sont intéressés par le développement d'un programme et pour des finalités d'action. Je réalise donc ma thèse dans ce dispositif, en prise avec des demandes sociales et avec une position un peu d'anticipation, de prospection à la croisée entre des institutions et des entreprises. Et j'y ai mené pendant de très longues années mes activités de recherche en dialoguant avec deux collègues que sont Anne-Françoise Molinier et Serge Volkoff, qui apportent des compétences en tant que démographe du travail et statisticien à ces approches. Parallèlement, après ma thèse, j'intègre l'Institut d'études du travail de Lyon, où j'exerce encore actuellement à l'Université Lumière Lyon 2 comme maître de conférence. Là, c'est un institut pluridisciplinaire avec des juristes, des sociologues, des ergonomes, qui a pour intérêt d'entretenir vraiment des relations serrées avec les milieux socio-économiques et des institutions. Et actuellement, s'agissant de l'ergonomie, il y a une filière complète qui, sous l'impulsion de Pascal Béguin qui la dirige, est constituée de 2 diplômes universitaires qui permettent à des gens en formation continue de réintégrer un parcours diplômant. Il y a un master complet d'ergonomie qui prend appui sur les cadres épistémologiques et pratiques du champ des sciences de la conception. Un doctorat d'ergonomie où nous avons eu le plaisir d'accueillir des collègues brésiliens qui nous viennent dans le cadre d'un partenariat. Et puis, depuis peu, la possibilité de passer une habilitation à diriger la recherche, comme tu l'as dit, Francisco. Je dois ajouter que tant dans la formation que dans la recherche, dont je vais dire quelques mots, la question du développement durable est très présente. Et cela est en lien avec un projet qui a marqué une profonde inflexion dans ma trajectoire de recherche et d'action. J'ai abandonné, à la suite de ce projet, les recherches sur le vieillissement et intégré, avec l'équipe d'ergonomie de Lyon 2, 2 structures de recherche pluridisciplinaires. Une s'appelle EVS, Environnement, Ville, Société, l'autre Intelligence des mondes urbains. Ces 2 laboratoires sont intéressés par les interactions entre sciences et société et par les recherches à l'interface entre sciences humaines et sociales et sciences de la conception, en lien justement avec les enjeux de développement durable. On y travaille sur des projets citoyens relatifs à l'urbain, à l'aménagement, sur des réflexions autour des Living Labs, des Fab Labs. Alors ce projet qui a marqué cette inflexion dans mon parcours, quel est-il ? C'est un projet qui s'appelle un projet Capesco-FECUB, qui est Travail, Innovation et Développement Durable. Francisco Lima et Francisco Duarte sont les responsables de la déviation de cette trajectoire, puisque j'ai eu le plaisir de travailler avec eux sur ce projet. Ce projet donc est monté en partenariat du côté brésilien avec la COUPE, l'UFMG, l'Université fédérale d'Amazonas. Et on a eu le plaisir d'encadrer des thèses, évidemment, de nombreuses thèses très intéressantes dans le cadre de ce projet. Et l'idée initiale qui est à l'origine du projet, c'est de dire le travail est vraiment une variable négligée du développement durable. Or, le passage à des formes de production plus durables requiert des innovations, produit des changements majeurs au plan des activités de travail. À l'issue de ce projet, ce que je retiens, ce sont 3 acquis majeurs. Il y en aurait beaucoup, mais j'en choisis 3. Et ils marquent encore profondément mon travail actuel et ils marquent mon orientation vers une prospective du travail. Le premier point, c'est que pour passer au développement durable, on doit articuler des dimensions techniques et politiques. Au plan des dimensions techniques, il faut inventer d'autres manières de produire. Et au plan des dimensions politiques, les normes du vivre ensemble sont modifiées du fait des critères environnementaux et d'une attente d'intégration sociale liée au développement durable. Alors, comment doit-on redonner place, donner une place importante, centrale, éminemment politique et sociétale au travail ? Deuxième point, le développement durable ne peut pas être le fait de seules organisations productives. Les territoires sont une échelle incontournable qu'il faut mieux appréhender quand on est un ergonome, dans la mesure où des transformations systémiques, globales sont en jeu, et que le système concerné ne se limite pas au mur de l'entreprise, ni à ses seuls acteurs. Les acteurs engagés dans le passage au développement durable sont multiples. Il y a les professionnels, des citoyens qui forment un public, des institutions. Alors,
pour un ergonome, ça veut dire réfléchir à un changement d'échelle et à penser avec qui on va pouvoir saisir les choses et pour qui on va pouvoir les saisir. Troisième acquis, des bouleversements et les enjeux et défis du développement durable en état majeur appellent à des changements qui peuvent constituer une opportunité si on les pense, si on leur donne un sens, dans un long contexte de crise au nom desquels il y a eu des modernisations et des transformations qui ont été tour à tour des promesses, des nécessités, puis des désintégrations, comme ce que l'on est en train de vivre, je crois, et où plus personne ne croit au progrès. Est-ce qu'on peut profiter, entre guillemets, de ces moments de crise pour trouver des chemins, des voies nouvelles, pour repenser le travail et renouer avec une vision humaniste du progrès? C'est en tout cas ma position. Il faut renouer avec un système de réflexion en prospective qui nous a déjà été proposé à la fin des années 60, après la Seconde Guerre mondiale, dans l'esprit de son créateur, le philosophe de l'action Gaston Berger. Et c'est ce que je vais vous présenter à présent, en essayant d'étayer cette proposition sur laquelle je travaille maintenant depuis quelques années. Et je dois dire que l'épisode pandémique dans lequel nous sommes me renforce dans cette conviction. Oui, Francisco, je suis optimiste de manière irrésolue. Amanda, je veux bien la diapo d'après, merci. Alors, il me semble qu'en ergonomie, on a développé deux grandes formes d'intervention. Je serai caricaturale, mais la première, c'est le diagnostic qui permet de poser le problème auquel il faut s'attaquer. La seconde, c'est la conduite de projets de conception qui se propose de les résoudre. Dans leurs formes actuelles, est-ce que ces deux modalités permettent d'affronter des crises comme celles que nous sommes en train de vivre? Des crises systémiques qui concernent l'environnement, la société, la gouvernance, la santé, l'éducation, l'alimentation, la mobilité. Des crises dont on peut dire qu'elles ont profondément à voir avec une crise du travail. Ce que j'appelle là travail, c'est un régime politique, économique, productif, technique, historiquement daté, qui configure ce que Christophe Dejour appelle le travailler, qui lui est une expression du faire et de l'être humain. Un régime donc de travail qui a conduit à la destruction des écosystèmes, un régime que certains qualifient d'aliénant, qui en tous les cas produit des effets délétères massifs, y compris la possibilité, me semble-t-il, que puisse surgir une pandémie comme celle du Covid, et la difficulté, en tout cas en France, à l'affronter pour des institutions comme l'hôpital ou l'université même, qui ont été vidées de leur sens et de leur force du fait de logiques gestionnaires et financières. Pour ma part, je ne pense pas que l'ergonomie, avec ces deux formes d'intervention traditionnelles, puisse affronter les enjeux de la crise. Non pas que nous n'ayons rien appris avec le diagnostic et la conception, mais je crains que dans leurs formes actuelles, elles servent surtout à parer le pire sans plus jamais penser le meilleur, le nouveau. Bref, que on se résigne à raccommoder, à aménager, ou pour reprendre le titre d'un ouvrage de Maurice de Montmolin, à donner un visage humain au taylorisme qui fleurit à présent dans un monde ubérisé ou de plateforme. Alors que faire? Est-ce qu'il faut se résigner ou est-ce qu'il faut, à notre échelle humble d'ergonome, choisir une autre voie pour aider à penser ou à fabriquer des milieux de vie et de travail souhaitables en proposant et en soutenant des expérimentations, des alternatives qui promeuvent le travail comme une expérience émancipatrice dans un monde vraiment humain. Vous l'aurez compris, c'est là que va mon choix. Mais ce monde, bien sûr, souhaitable, il reste à inventer. Et comme le dit Gaston Berger, le père fondateur de la prospective, il dépendra de nous. Mais on voit que faire advenir ce monde, ça demande d'inventer alors de nouvelles formes d'intervention et de changer de cadre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce qui a été fait antérieurement est invalide, mais il me semble que ça relève d'une autre position, d'une autre ambition. Je m'explique. Certains collègues en appellent à ces temps de crise à poursuivre la bataille du travail réel qui a été engagée par Alain Wisner dans les années 70. Pour mémoire, cette bataille, c'est la capacité d'interpellation adressée aux acteurs par la force d'appel et de rappel du travail réel. Alors bien sûr, du fait des transformations du travail et de la société depuis les années 70, cette bataille, elle a évolué. En périmètre, on s'attaque à présent aux organisations. En classe de situation, on s'intéresse aux activités servicielles, on dialogue avec d'autres disciplines.
les sciences de gestion, le management. Mais malgré tout, on peut dire que cette bataille reste à l'intérieur d'un cadre établi, celui du régime de travail dont je parlais tout à l'heure. Elle cherche à ouvrir des marges de manœuvre, à mieux penser la conception, à être capacitante, diraient d'aucuns, mais si on reprend une distinction qui relève de l'action publique, elle est plus réformiste que réformatrice, et elle est encore moins révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas à renverser la table, à bousculer les cadres du travail. Par ailleurs, elle procède des mêmes logiques, me semble-t-il, qui la marquent depuis ses origines, à savoir dialoguer en raison, à partir du point de vue du travail avec d'autres. Et une des illustrations de cette orientation, en France en tout cas, c'est l'appel à réaffirmer la mise en œuvre du dialogue social pour affronter la pandémie et la participation. Pour ma part, je ne peux malheureusement que constater les limites et l'essoufflement de ce dialogue social et des démarches participatives sur lesquelles il prétend s'appuyer, qui peinent à sortir de jeux de pouvoir ou de carcans contraints au plan gestionnaire, peu équilibrés et écrasants. Par ailleurs, je vois émerger une autre voie qui hérite de la bataille du travail réel par rapport à la crise que nous traversons et qui enjoint à former des poches de résistance interne dans les organisations, dans les entreprises. Mais là, j'avoue que ça me questionne sur les risques encourus par les résistants, les lanceurs d'alerte, en lien avec ces modalités d'action et sur la possibilité que ces changements par capillarité de l'intérieur au fil du temps puissent survenir. Alors, la prospective du travail telle que je la conçois, c'est autre chose. C'est une autre voie qui invite à changer de paradigme. Amanda, je veux bien le slide d'après. Merci. Cette prospective, elle s'inscrit dans la tradition de la prospective qui a été fondée par Gaston Berger à la fin des années 50. Il décrit alors une société en accélération, en perte de sens, marquée par des incertitudes et la surpuissance de l'humain. C'est frappant de constater combien les propos de Gaston Berger pourraient être repris presque mot à mot pour l'époque qui nous concerne. Il en retire l'idée que l'humanité doit penser les conséquences de ses actes et se demander que veut-on que l'avenir soit. La prospective, dit Berger, aura donc pour objet de penser à un avenir souhaitable en envisageant les différents mondes possibles et d'œuvrer pour ceux qui nous conviendront. Alors Berger la fonde en insistant sur les points suivants qui gardent, de mon point de vue, toute leur valeur. Le premier point, c'est que cette prospective, c'est une responsabilité. Alors, il en parle en disant que c'est une éthique anthropologique qui a pour but de se soucier de l'émancipation humaine et des finalités de l'activité humaine. Et le travailler plutôt, est dans sa focale. Deuxième point, l'homme n'est pas la mesure de toute chose. La planète, déjà, est une préoccupation pour Gaston Berger, mais c'est lui qui donne l'échelle. C'est à hauteur d'homme que l'on va essayer de transformer le monde. Troisième point, il faut s'attaquer aux problèmes humains en vue d'élaborer une praxis réelle pour présenter de vraies alternatives au-delà de ce qui existe. Et pour cela, Berger dit il faut voir loin, voir large et voir profond. Voir loin, attention, ce n'est pas prévoir pour se prémunir, mais c'est se poser la question de l'avenir qui doit nous convenir ou pas et agir en conséquence ici et maintenant. Le but, c'est de lutter contre le destin, contre le fait qu'on soit écrasé par la fatalité, mais pas de lutter contre le hasard. On n'est pas dans la prévoyance. Le but, c'est d'imaginer un souhaitable. Il faut aussi voir large, dit Gaston Berger, de façon intégratrice, systémique, en décloisonnant les disciplines en profondeur, au-delà des apparences et des interprétations faciles, ce qui oblige à prendre des risques et à agir en liberté. Alors c'est pourquoi pour lui, la prospective, c'est une indiscipline, ça ressemble assez au début de l'ergonomie, qui se veut un engagement dégagé des intérêts particuliers au service du bien commun. Et pour tenir cela, Berger dit il faut réunir des hommes avec un grand H, des hommes et des femmes de divers horizons et métiers, engagés dans une action politique, qui croisent leurs regards pour transformer le monde concret. Et il faut que cela se fasse en prise avec le réel, on n'est pas là pour discuter, les possibles, l'expérience. Donc il va miser sur les hommes qui sont en mesure de changer les choses très concrètement, à partir de là où ils se trouvent, des hommes d'action, des citoyens, des travailleurs créatifs, où chacun a sa place,
en disant il y a des hommes qui pourront non seulement porter un témoignage théorique extérieur, ils pensent un peu aux universitaires, aux chercheurs abstraits, mais aussi qui pourront donner le fruit d'une sagesse expérimentale profonde entre sagesse et puissance, dit-il. La puissance, c'est la puissance technique et la puissance de l'invention humaine. Et il faut le faire en proposant une fable du monde, c'est-à-dire une stipulation qui permettrait de rêver de là où on veut aller. À ces points qu'indique Berger, je rajouterai une proposition que fait Edith Turgeon, qui est tenante d'une perspective ancrée dans les temps présents et qui enjoint de développer un régime de pensée et d'action modeste, pluriel, paradoxal, où on n'a pas peur de contradictions et de tensions, et qui va être attentif au processus, c'est-à-dire que là, l'idée c'est d'accompagner des émergences et qui s'appuie sur des savoirs, des initiatives du quotidien, des expériences sensibles portées par des initiatives déjà là. Amanda, je veux bien l'autre slide. Merci. Alors pour ma part, je souscris à cette proposition. Tout d'abord parce que j'ai eu la chance, et c'est vraiment ce que je pense, une chance de croiser de telles initiatives souhaitables, heureuses, fécondes. Et donc, je pense qu'il est important de s'intéresser aux initiatives qui existent. Je les ai croisées malheureusement pour certaines alors qu'elles étaient malmenées par des transformations dans la sidérurgie ou l'agriculture. Mais je pense que c'est intéressant de travailler sur ces initiatives parce que je crois dans la valeur des expériences humaines. Et aussi parce que, en tant que chercheuse, je pense qu'il faut en finir avec un diffusionnisme scientifique brutal que l'on peut trouver résumé dans la devise de l'exposition universelle de Chicago, que cite souvent Pascal Béguin, donc je lui ai piqué cette idée, parce que je la fais mienne. Ce diffusionnisme selon lequel la science découvre, l'industrie applique et l'homme se soumet. Donc l'idée est simple, il faut apprendre des initiatives conduites au quotidien par les hommes d'action afin d'en tirer des leçons inspirantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut en retirer d'une part des éléments utiles au plan analytique, comment on peut repérer, comprendre, interpréter ce qui se passe, mais aussi assumer une ambition normative, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tirer de ces initiatives des éléments qui orientent l'action et qui constituent des critères, des éléments normatifs qui seraient aussi forts que ceux posés au début de l'ergonomie, comme la nécessité d'adapter le travail à l'homme en donnant place à la diversité et à la variabilité, par exemple. Avant que de faire cela, je pense que ça nécessite de reprendre la question que nous adresse le poète et philosophe Paul Valéry. Que veut-on et que faut-il vouloir? Cette ambition de normativité oblige d'abord, au préalable, à poser le quoi, le vers quoi et bien sûr le comment. Si le but est de constituer cette normativité à partir d'expériences déjà là, il est nécessaire de s'interroger. Avons-nous en ergonomie des présupposés, des principes préalables qui nous guident et qui nous guident dans la diversité des projets possibles? Il me semble que c'est le cas. Le quoi, par exemple, pour les ergonomes, en tout cas pour moi, c'est le travailler. Et on peut quand même, pour explorer ces initiatives et leur intérêt, donner des premiers éléments préalables normatifs le concernant. Amanda, je veux bien après. Merci. Je ne vais pas être exhaustive, il ne s'agit pas de faire un cours d'ergonomie, mais je vais donner quelques éléments pour moi qui vraiment sont centraux du point de vue du travailler. Le travailler, pour moi, c'est une modalité d'action qui est un agir véritable, authentique, qui participe de transformer le monde, c'est-à-dire qui permettent de faire des choses tenues pour ses faits, qui se marquent par la possibilité de poser des actes, des œuvres, comme dirait Meyerson, qui permet à l'homme d'être un fabricateur et un incarnateur, et de les faire arriver, c'est-à-dire d'y être pour quelque chose, ou pour reprendre les termes de Laërtsch, d'être un protagoniste dans cette conformation du monde. C'est aussi une modalité d'action qui doit permettre de constituer une expérience du milieu qui contribue à instaurer une relation d'ordre, c'est-à-dire d'intelligibilité entre les choses, en cohérence, en adéquation, qui soit source de satisfaction du fait de l'harmonie qui en résulte. Une modalité d'action qui fasse aussi sens du point de vue des acteurs et du point de vue des valeurs, c'est-à-dire les valeurs, là, c'est ce à quoi on tient et ce par quoi on tient, inscrites dans un patrimoine, en héritage que l'on peut faire sien, à sa main, partagé par d'autres, qui permettent donc d'avoir une place parmi les autres, qui se pensent et se posent dans une histoire et un milieu, et qui permettent in fine de devenir plus humains.
Ce sont les éléments qui constituent, pour moi en tout cas, des critères relatifs au travailler à partir desquels on peut décider si les initiatives qui sont conduites et si les initiatives qu'on aimerait aider à conduire plus tard sont vraiment souhaitables du point de vue des milieux de vie et de travail. Et j'ai rencontré de telles initiatives où on peut répondre à ces critères, on peut trouver ces compositions et on peut s'en inspirer, et c'est ce que je vais vous présenter à présent. Amanda, je veux bien l'autre slide. Alors, à l'origine de ces initiatives inspirantes, on trouve ce que Ernst Bloch, qui est un philosophe, appelle des utopies concrètes. Je vais dans un premier temps vous dire comment Bloch nous permet de bien les qualifier, puis dans un second temps de vous donner un exemple afin de vous montrer comment elles se mettent en œuvre dans le réel et comment elles prennent appui pour cela sur ce que on appelle, sur ce que j'ai appelé avec les personnes du terrain avec lesquelles j'étais un contrat de base. Alors, il ne faut pas que le terme d'utopie vous induise en erreur. Ces utopies, elles n'ont rien de commun avec des fictions ou avec des rêves irréalisables. Ces utopies, c'est quand les hommes, en lien avec un élan vital profondément humain, décident de changer les choses pour un avenir meilleur. C'est vraiment lié au fait que les hommes sont créatifs, forts d'imagination et de rêve, et que le monde, bien que débordant de problèmes auxquels il faut s'affronter, n'est pas clos. Il n'est pas achevé, il n'est pas clairosé, mais il est empli de mouvements et de possibles. L'idée est que quelque chose manque, qu'il faut faire advenir pour qu'un meilleur et un nouveau puissent exister. Un monde dans lequel l'humain serait en accord avec son milieu et pourrait vivre une vie authentique, non aliénée, digne, fraternelle, dit Bloch, spirituelle, attentive à autrui et à la planète. Ce quelque chose est un peut-être qui peut être, et compte tenu de l'état du monde, c'est un devoir-être. Le point de départ de la formation de ces utopies, c'est un rêve informé. Un rêve, mais associé à un diagnostic de ce qui fait problème. Et si le constat que l'on fait à partir de ce diagnostic est alarmant et nécessite d'agir, il n'est pas synonyme de résignation ou d'abandon. Un abandon qui signifierait s'en tenir à des techniques qui mobilisent uniquement ce qui est possible au sens du faisable, du déjà connu, de l'anticipable, du certain. Pour combattre le donné et les certitudes, le postulat, c'est qu'il faut explorer et expérimenter toutes les formes de possibles et dans tous les champs. Ces formes de possibles, quelles sont-elles? Eh bien, il y a ce qui est possible en lien avec les conditions connues de connaissance sur les faits, où on étend finalement des conditions à partir desquelles on peut apprendre des choses. Les connaissances elles-mêmes, les possibles concernant les choses elles-mêmes. Et dans ce dernier cas, Bloch nous dit qu'il faut considérer tout à la fois la potentialité du milieu, ce qu'il est prêt à pouvoir être autrement compte tenu de ses ressources ou de ses difficultés, ou de sa maturité à accepter des transformations à les vouloir. Mais il faut aussi considérer la faculté, la puissance de l'humain, la volonté de l'humain, qui ouvre à un pouvoir faire autrement. Et enfin, nous dit Bloch, il y a aussi nécessité d'explorer, d'expérimenter des possibles qui vont apparaître du fait de l'expérimentation elle-même, de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir devant nous lorsque l'on va mettre la matière en mouvement, dit-il. Tout cela, il faut l'explorer, il faut aller le chercher, le gratter, il faut l'activer. C'est en germe, c'est en latence, ça demande à ce qu'on l'active. Et du coup, le rêve peut prendre une épaisseur pour se transformer vraiment en une perspective qu'il faut faire advenir, un vers quoi apparaît, un dessin vers lequel les hommes cheminent selon ce que Bloch appelle les déterminités, les possibilités ou non de l'époque. Par l'utopie et en utopie se joue donc la place activante des hommes dans le monde. Ce cheminement, il est guidé, vous l'aurez compris, par un principe très puissant qui est l'espérance. C'est elle qui va faire qu'on va être conduit à créer, à oser un pari incertain, à s'attaquer à des problèmes irrésolus, à ne pas se plier à l'ordre des faits. Espérer, dit Bloch, ce n'est pas s'en tenir à la réalité connue ou appréhendée en sa possibilité la plus prévisible, comme effectivement le laisse à penser la raison technique anticipatrice et colonisatrice, qui s'en tiendrait uniquement au faisable, au réalisable et au déjà connu. Espérer, c'est oser penser, expérimenter et vivre un peut-être. L'espérance, dit Bloch, opère alors une autre médiation au monde
qui ne se limite pas finalement à être exploité, mais qui va conduire à un développement. Et de cette espérance-là surgit l'inespéré, ça repose sur les humains et leurs actions. C'est ça une utopie concrète, c'est une perspective en vue du mieux et du nouveau, formée et agie par les hommes qui, en responsabilité, en dessinent un chemin qui va se transformer, en conçoivent les pas et en font le voyage. Amanda, je veux bien la suite. Alors, pour que ce soit moins abstrait, ce que je vous raconte, je vais vous donner à voir une utopie concrète. Je vous emmène donc dans le sud de la France. Là, on est dans les années 60. Il y a un groupe d'ingénieurs, de maires, d'agriculteurs qui rêvent de faire refleurir, je reprends des termes qui sont utilisés par les protagonistes de cette histoire, refleurir les terres grises de leur région. Ils font le constat suivant, la viticulture omniprésente est en crise pour des questions sanitaires, de qualité de vin, de concurrence avec l'Espagne voisine. Les autres productions agricoles sont très fragiles. Le climat est difficile, entre sécheresse et inondation. Les terres sont morcelées, parfois marécageuses, et elles sont rincées par une exploitation massive. La viticulture enferme les hommes dans des techniques et dans des modalités économiques périlleuses, alors même que l'industrie locale est à l'agonie. L'emploi est fragilisé, les terres se vident de leurs habitants, mais dans le même temps, ce groupe identifie des ressources. Il y a dans la région des savoir-faire agricoles solides, un potentiel naturel important, une configuration géographique intéressante avec du soleil, un littoral, des espaces qui ne sont pas utilisés, des possibilités de remembrement des parcelles, des agriculteurs solidaires et accueillants. Alors le groupe rêve de refleurir ces terres et décide de trouver une voie de développement qui s'oppose alors à la seule voie promue à l'époque, à savoir le développement d'une agriculture intensive, machinique, polluante, en soutien d'une industrialisation qui est implantée plus au sud. Se dessine alors l'utopie suivante. Il faut reconfigurer le paysage pour créer des villes et des espaces touristiques, pour sauver la région en proposant une autre voie de développement, locale, raisonnée, équilibrée, entre la nature et les hommes, qui mobilise une approche systémique et fondée sur le bien commun. On est dans les années 60. Après de nombreux échanges sur ce que cela signifie au plan de la démarche, du positionnement, de la structuration, une perspective se dessine. Il s'agit de proposer un autre usage des paysages au service du développement. Il faut reconfigurer le paysage de la région pour créer des villes et des espaces touristiques, mais aussi des voies de circulation, ouvrir à d'autres modes de production agricole pour sortir de la monoculture, qui est une impasse. Et pour cela, on vise des critères d'esthétique, de préservation et de meilleure distribution de l'eau, de moins de pression des cultures sur l'environnement, de valorisation et de consommation des produits agricoles régionaux, et le tout dans une perspective touristique inédite. L'enjeu, c'est de créer des emplois, mais du travailler, afin que les personnes puissent rester dans la région, y vivre mieux et en être fiers. Il faut aussi créer des villes et de la valeur associée à l'habiter, au loisir, au bien-vivre, à la culture agricole, au gastronomique, à la mobilité, et un système dans lequel les pôles urbains et non urbains seraient en continuité. Ils ont fait de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération sans le savoir. Tout cela selon des principes structurants. S'attacher à toutes les activités humaines, ne pas penser à satisfaire les besoins immédiats exprimés par les populations ou par les politiques, constituer des ressources, un patrimoine, une conscience sociale, etc., etc. Autrement, on en a pour la journée. Pour le groupe, tout cela, ça relève du faire et de l'expérimentation. C'est d'ailleurs ce qui se met en place durant plusieurs années pour explorer les voies et faire émerger un tracé qui mêle opportunément ce qui peut être envisagé en avance, ce qui est réalisé, le processus d'effectuation, les obstacles et les ressources. Bref, pour reprendre ce que disait Bloch tout à l'heure, on explore et on expérimente toutes les formes de possibles et on les cristallise. La poursuite de ce dessin est une œuvre immense et pour la conduire en tranquillité et à grande échelle, elle doit se cristalliser dans une organisation structurée, instituante, qui sera la première société d'aménagement régional de France. Amanda, je veux bien l'autre. Merci. Dans cette société, on décide de créer, entre autres, une pépinière ornementale. Une pépinière ornementale, c'est un endroit où on va cultiver des arbres, des arbustes, puis après des plantes,
dans le sol, en pleine terre. Ce faisant, les acteurs procèdent à un découpage de l'utopie d'origine. Ce découpage, je l'ai qualifié avec les acteurs de projet chantier. Ce terme, il renvoie à deux idées. Le terme de projet, c'est la poursuite soutenue du but par le travail, qui se fait par le travail, et un travail planifié. Ça ne veut pas dire qu'il soit anticipable et téléologique, mais il est planifié, il est pensé, qui a repéré son vers quoi et son pourquoi, et qu'il a mis en évidence et qui s'engage dans des voies concrètes qui y mènent. Et le chantier, ça renvoie à l'idée de processus, c'est-à-dire que ça n'est jamais fini. Mais alors, comment peut-on maintenir cette capacité à expérimenter, qui est fidèle à l'esprit utopique, tout en étant quand même capable de fournir les arbres, les végétaux qui vont permettre de reconfigurer les paysages, en créant une pépinière qui aurait une perspective inédite, qui sera la suivante: élever des arbres et des arbustes pour créer le paysage de ville, mais aussi pour les guérir, pour embellir, conforter les chemins entre les villes, les villages et les campagnes, configurés par la gestion de l'eau, des sols, la séparation des parcelles. Là aussi, je m'arrête parce que je serai trop longue. Ce lieu inédit que sera la pépinière, que doit être la pépinière, n'est donc ni une station d'expérimentation ou de production, ni un lieu de commerce, mais autre chose qui va servir le territoire, quelque chose de remarquable qui permette de faire des choses remarquables ici et maintenant. Mais pour y parvenir, reste à déterminer, en réponse aux enjeux pressentis, quelle variété va-t-on choisir, quelle culture, quelles implantations, quels entretiens on va faire de ces arbres, quel dialogue on va conduire avec les professionnels, les habitants, les politiques, quelle organisation. C'est tout à la fois une épopée, une aventure et un défi qui se profilent. Et pour que l'utopie concrète s'expérimente, pour de vrai, comme disaient les enfants, fasse son chemin et mette en œuvre des possibles en perspective, un lieu où l'on fait une pépinière et des questions que l'on se pose à résoudre, ça ne suffit pas. Il faut autre chose, quelque chose de structuré, de structurant, de partagé entre les acteurs, qui fasse sens, cohérence, qui engage, qui supporte l'utopie, mais qui en garde l'esprit. Ce quelque chose, Amanda, je veux bien le slide suivant. Ce quelque chose, c'est ce qu'avec les acteurs, on a nommé un contrat de base. Un dispositif, j'ai repris ce terme, j'ai piqué ce terme à Foucault, un dispositif industrieux expérientiel qui sera au service de l'utopie concrète, à présent exprimée en maturité dans un projet chantier d'envergure, mais bien délimité et bien circonscrit. C'est un dispositif au sens de Foucault parce que ça forme un arrière-plan composé de choses très hétéroclites, mais un arrière-plan systémique qui oriente, qui structure, qui sélectionne. Industrieux, c'est un emprunt à Schwartz parce qu'il a tout à voir avec ce qui se passe dans les sphères du travail, du truchement intime de l'activité du quotidien jusqu'à ses enjeux politiques. Et enfin, il est expérientiel parce qu'il permet d'élaborer une expérience collective qui oriente, organise et donne sens au fil du temps, et expérientiel parce que les gens ils peuvent expériencier, c'est-à-dire faire des expériences au quotidien et en tirer de l'expérience. C'est à la fois le processus et le résultat de ce qui est en train de se passer. Ce contrat de base, il est constitué de principes situés, de préceptes, de critères, de démarches, de stèles, de monuments et de rebuts. Il est mobilisé, débattu, construit par les hommes qui le font vivre et qui s'y sont engagés. Les principes situés, ils sont liés aux principes fondateurs de l'utopie d'origine. Ils organisent, ils délimitent, ils découpent les champs du pensable, du faisable, du possible et de l'imaginable, en lien précisément avec la pépinière et son dessein à elle. On peut en évoquer quelques-uns, là aussi je ne peux pas rentrer dans le détail. Engager des salariés d'ici, profiter des talents, faire pousser les hommes, prendre le temps avec les sujets, oui, parce que les salariés de la pépinière parlent des arbres en disant que ce sont des sujets avec un S majuscule. Penser ensemble l'eau, le sol, le végétal, penser le milieu, le local, penser beau, penser bien, penser durable, etc., etc. Ces principes, ils sont partagés, ils sont actifs, ils sont au service de l'utopie, mais ils font objet de débat. Les préceptes, ensuite, ils viennent orienter plus précisément que les principes des lignes de conduite de l'agir à suivre. C'est leur rôle que de permettre d'envisager et d'expérimenter des lignes de développement, des trajectoires diversifiées, en cristallisant des choix et des décisions majeures. Ils sont liés à l'expérience du quotidien, ils font autorité, ils sont
observés parce qu'ils sont reconnus légitimes et ils sont transmis. À la pépinière, on a pu identifier, enfin j'ai pu avec les gens identifier 6 préceptes majeurs relatifs au temps, à l'espace, aux priorités, au milieu, aux manières locales et enfin aux relations avec les autres. Alors comme je n'ai pas le temps de tous les détailler, je vais juste illustrer ce que ça peut être ces préceptes en évoquant celui relatif au temps. Et là je vous cite ce que disent les récits à propos de ce précepte. Les gens disent il faut penser les temps. Les temps d'élevage, de discussion, d'observation, d'apprentissage organisent l'action et pas l'inverse. Cette formule que j'entends reprise et répétée à l'envi peut sembler mystérieuse, mais ce qu'elle défend, ce qu'elle rappelle et ce qu'elle indique, c'est que le respect des cycles végétatifs, pas d'installation précoce des végétaux, pas de forçage, c'est également la sanctuarisation des temps de débat et de dispute. C'est la défense des temps, de la compréhension, des essais, des surprises. C'est la défense des temps d'apprentissage et de l'accueil. Alors, ces temps-là guident l'action efficace et valide. Ils la soutiennent, ils la protègent. Ils ne sont pas pression ou précipitation, mais respect et observation. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de coups de bourre ou que les contraintes de temps n'existent pas, mais les temps qui sont considérés externes au projet de la pépinière, à cette utopie, à l'action et à sa qualité, contraires aux critères de beauté, de santé des sujets ou des hommes, sont combattus. Et les récits que font les personnes sont pleins de luttes, enfin les récits et les actions qu'on peut voir mises en œuvre au quotidien, sont pleins de périls encourus par ceux qui auraient oublié, qui vont se faire mal aux arbres, faire du lait, du tordu, du malade ou se méprendre. Mais ce précepte, pour autant qu'il guide, n'est pas une prescription détaillée qui décrirait et obligerait pas à pas. En articulation avec ces principes et préceptes, le contrat de base associe des critères. Là aussi, je ne vais pas tout vous citer. La beauté, la protection des sujets, leur bien-être, le souci du travail, le sens et l'écho à l'imaginaire et aux pratiques locales, la durabilité, la réflexivité, etc., qui sont des critères opérationnels, qui sont des valeurs valides, qui désignent ce à quoi on tient. Ils infusent d'ailleurs avec force l'esprit des démarches mises en place par les salariés. Car en écho donc avec les principes et les préceptes, le contrat de base structure et propose des démarches et des outils, c'est-à-dire des manières de penser, d'avancer, d'agir, de se comporter, entre guillemets. Le contrat structure un processus constitué d'un ensemble de pratiques, de concepts, de modèles cohérents qui permettent de se positionner, de découper et d'agir. Là aussi, juste en quelques mots, ces démarches à la pépinière, c'est l'expérimenter, le montrer, le commémorer, le mettre en chantier, l'explorer, etc., etc. Autre point constitutif de l'architecture de ce type de contrat, que j'ai pu trouver ailleurs qu'à la pépinière, ce sont aussi des stèles, des monuments et des rebuts. Stèles et monuments, ces mots difficiles à traduire pour mon ami Francisco, ce sont des jolis mots que j'ai empruntés aux pépiniéristes. Les stèles témoignent du passé et du champ praxique associé. Les monuments en témoignent pour le présent. Pour les stèles, ce qui est présenté, c'est une œuvre, un fruit du passé qui permet d'éclairer le présent et qui montre les voies empruntées auparavant, les choix qui ont été réalisés, qui peuvent toujours être utiles. Les monuments, eux, montrent ce qui est en train de se faire. Là, l'inachevé est de mise. L'histoire, c'est de continuer le futur. Et dans les deux cas, ce qui s'organise, c'est une démarche volontaire de commémoration qui va scénariser, qui va rappeler et nourrir l'expérimentation. Alors, un exemple, à la pépinière, parmi les stèles, on va trouver la galerie des évolutions. C'est comme ça que l'appellent les pépiniéristes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un espace. Un espace protégé dans un atelier, protégé des regards, mais aussi de l'invasion des stocks ou de toute autre chose qui n'a rien à y faire. Un espace qu'on montre aux apprentis, à ceux qui arrivent et à ceux qui veulent comprendre, comme certains ergonomes curieux. On y trouve là exposés des tracteurs de différentes générations, des arracheuses, des démoteuses, des bêches, etc., mais aussi des outils totalement inventés. Et l'ordre d'exposition n'est pas du tout lié au hasard. Il raconte les essais qui ont été réalisés au fil du temps, des essais fructueux, d'autres qui ont échoué, mais dont on pense qu'ils peuvent être utiles, ceux qu'on a appelés avec les pépiniéristes des rebuts. À côté donc de ces stèles, de ces espaces particuliers, il y a des monuments. Et comme pour la galerie des évolutions, ils peuvent être à l'abri du regard du commun ou au contraire exposés.
Comme pour la galerie, il bénéficie d'un espace, de temps, de visite, de récit. Et le plus exemplaire de ces monuments, au moment où je suis avec les pépiniéristes, concerne un magnifique olivier qui rend compte du temps présent, de ce que l'on essayait de faire. Il est situé à l'entrée de la pépinière, on ne peut pas le rater. Il est mis en valeur parce qu'il est centenaire, qu'il est espagnol, que c'est une adoption réussie, comme on a choisi de le faire pour repeupler les paysages du Sud en olivier. C'est un acte de guérison pour lutter contre les pertes liées à des problèmes sanitaires qui ont touché la région, mais aussi parce qu'il a fallu aller le chercher, l'acclimater, l'accueillir, le fortifier en le mettant en pleine terre d'abord, puis ensuite dans un container. Et ça a permis de tester ce type d'installation ailleurs pour des paysages urbains, alors qu'il est déjà fort et déployé. Donc on le met en scène parce qu'il a fallu penser à sa combinaison avec d'autres espèces pour des installations futures, et parce que ce passage de la pleine terre à des containers, c'est une prouesse qui va signer une liaison possible entre deux univers, celui de la pleine terre et celui justement du hors-sol, dont on pense que ça va être le futur. Cette œuvre, donc, c'est la représentation et l'expression matérielle de tous les actes réalisés pour parvenir in fine à ce résultat. Des récits par l'olivier, ils rappellent les choix, les hésitations, les erreurs, les essais, mettent en lumière les principes, les préceptes, les critères, les démarches qui s'y incarnent. Ils disent aussi que l'histoire est à continuer, qu'elle n'est pas finie, de nouvelles expériences sont à tenter, d'autres espèces, d'autres combinaisons végétales. Toute cette architecture évolutive du contrat de base, constitué de principes, de préceptes, etc., est au service de l'utopie concrète, de l'advenir du projet, pour parler de manière plus moderne, que l'on a décidé à l'origine, et c'est inscrit dans l'expérience du quotidien. Elle tient constamment en vue cette perspective. C'est une ligne de conduite qui est donnée par la perspective. Amanda, je veux bien le transparent suivant. Mais ce n'est pas tout. Ce que permet cette architecture, c'est que le contrat de base, finalement, il va permettre de remplir deux autres fonctions intéressantes, en dehors du fait de soutenir la possibilité d'incarnation de l'utopie. Dans notre recherche de normativité, rappelez-vous, on cherche, enfin en tout cas je cherche, à voir ce qui, dans des initiatives qui existent déjà, peuvent être intéressantes pour accompagner des projets qui souhaiteraient justement penser des voies souhaitables pour un futur souhaitable, dans un monde en crise. Donc, ces deux fonctions qui pourraient être intéressantes justement pour accompagner des projets en prospective, selon moi, il y en a deux. La première, c'est que le contrat de base, il est opérateur d'ordre. Et la deuxième, vous allez voir, c'est qu'il est opérateur d'harmonie et d'intégration. Opérateur d'ordre au pluriel, pourquoi? Parce que, premièrement, son architecture, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un dispositif à la Foucault, ça découpe le champ du pensable et du faisable. Du pensable, y compris comment on peut penser et explorer des possibilités qu'on n'a pas encore à l'esprit, qu'il va falloir inventer. En fait, ce contrat, il joue vraiment comme une table d'opération qui va permettre de sélectionner, de prioriser, d'orienter. Par exemple, à la pépinière, on n'a pas investi du tout des dimensions relatives au gastronomique qui continuent d'exister dans l'utopie, dans la grande utopie de reconfiguration de la région. Donc le contrat, il va prioriser, il va découper ce sur quoi on va travailler. Deuxièmement, cette architecture, elle permet aussi d'ordonner et d'organiser les rapports de composition qui existent entre les différents mondes professionnels en présence. Il n'y a pas que des pépiniéristes dans cette pépinière, il y a aussi des logisticiens, des commerciaux, etc. Chaque monde est utile, chaque monde fait une contribution, mais certains mondes sont au service de l'autre. Le contrat va permettre d'organiser les échanges et les débats autour du commun et donner des clés d'arbitrage. On n'est pas dans des rapports de subordination, on est dans des rapports de composition, qui sont des rapports de coopération, diraient d'aucuns. Par exemple, eh bien là, effectivement, le monde professionnel premier qui donne le pas, c'est celui des pépiniéristes, puisque là, au cœur de l'utopie, ce qui est central, c'est la fabrique de beaux sujets ou prendre soin de ces sujets. Pas la distribution, pas la vente, pas la commercialisation. Alors de fait, l'organisation du travail, de la production, les investissements, etc., tout se fait à l'aune de ce monde professionnel-là. Troisièmement, il est organisateur de la mémoire vive et de la colonisation du futur, c'est-à-dire qu'il va organiser la sédimentation des actes, des règles, des choix, des décisions, il va les cristalliser. Comment ?
par le retravail et par la mise à plat des préceptes au fil des épreuves, des découvertes, des opportunités, par leur traduction en organisation, mais aussi par leur traduction dans des récits qui se transmettent ou qui se disent entre salariés, par la place aussi qu'ils donnent à ces commémorations que je vous ai évoquées avec les stèles et les monuments, une place qui est une place physique. On se souvient, la galerie de l'évolution, même l'Olivier, il y a une place qui est donnée à la commémoration, qui va structurer donc cette mémoire. Mais c'est aussi un espace symbolique, socialisé, temporel, puisqu'il y a du temps qui est accordé à revenir sur les essais, les événements, dans ces récits partagés qui sont mouvants et qui sont cultivés avec autant d'attention que les arbres. Donc le contrat, il organise ces divers espaces, il les protège et il les encourage. Et puis, sur cette fonction d'ordre, le contrat de base, il organise et il règle une forme d'hétérotopie, c'est-à-dire qu'il va délimiter les frontières, il ordonne les relations avec l'extérieur. D'une certaine manière, il départage et rend intelligible ce qui relève du dedans et du dehors, du en propre et du partagé, et il préserve de ce fait, grâce à l'hétérotopie, quelque chose qui est un espace d'expérimentation, un espace de développement, d'avancée, par tâtonnement. Par exemple, là, dans le cadre de la pépinière, il y a un budget qui est dédié pour mettre en place certaines expérimentations de végétaux où personne d'autre ne va intervenir. Il y a aussi des ambassadeurs qui sont nommés pour expliquer les chantiers. Seconde fonction du contrat de base qui peuvent intéresser pour imaginer comme ça des formes d'initiatives qui soient respectueuses du travaillé et qui permettraient d'atteindre un monde souhaitable, c'est ce contrat de base, il est opérateur d'harmonie et d'intégration. L'harmonie, elle englobe l'ordre, la cohérence et la satisfaction. Alors l'ordre, je viens de l'évoquer, il est atteint de manière incontestable, pas au sens de Taylor, c'est-à-dire l'ordre n'est pas contrôlé, mais c'est un ordre qui est ordonné parce que les gens s'y engagent aussi et le mettent en débat. La cohérence aussi, elle est atteinte grâce à la mise en relation adéquate entre des principes, des préceptes et des critères, mais aussi parce qu'il y a une cohérence entre justement la perspective et les moyens qu'on engage. Il y a une cohérence entre les deux. Mais cette cohérence, elle demande de la cohésion et de l'intensité. Ça se travaille, ça se cultive au travers justement de ces espaces de commémoration qui fabriquent du commun désirable, des possibles partagés, des manières de faire et de penser qui intègrent les autres, puisqu'on peut rejouer la manière dont se sont passées les contributions et les contrats entre les humains pour faire advenir ce meilleur et ce nouveau. Enfin, il y a la satisfaction, en fait, ce qui est quand même la boussole de cette aventure, c'est la satisfaction de participer à la concrétisation de cette utopie, de la façonner aussi, de façonner le monde tout en la respectant. L'utopie, c'est pas une doctrine sacrée, on n'est pas avec des lois qu'il faudrait absolument respecter. Il s'agit de travailler à cette utopie, vraiment en étant fidèle, certes, à son esprit, mais fidèle ne veut pas dire en la recopiant. Elle est vivante, elle est constamment modelée au fil de l'eau et les salariés, les pépiniéristes en sont les acteurs, ils s'y engagent. C'est ce que montrent les critères d'ailleurs qui apparaissent, qui ont émergé au fil du temps, portés par les uns et par les autres. C'est ce que permettent aussi la mise en débat dans lesquels s'engagent les protagonistes, qui refusent des sollicitations où on leur demanderait des choses de manière ponctuelle ou des interpellations sur des décisions déjà prises. Non, on a des débats authentiques, parfois pesants, parfois encombrants, parfois perturbants, mais qui sont structurés et structurants, qui se mènent à propos des chantiers, des essais, etc., dans le quotidien et l'expérience du quotidien, et qui sont permises justement par certains principes. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter le principe le précepte du temps, pardon. Alors certes, il y a parfois des conflits qui éclatent, évidemment, mais ils se règlent sous l'égide des lignes de vie, des valeurs et des critères. Il y a finalement le contrat de base constitue des lignes d'arbitrage qui peuvent elles-mêmes d'ailleurs être mises en question. Alors l'examen de ces initiatives qui associent des utopies concrètes et des contrats de base donne, me semble-t-il, en tout cas moi, me donne des raisons d'espérer et de renouer avec l'idée d'un possible progrès à hauteur d'homme. En effet, si on considère les critères essentiels relatifs au travaillé,
je pense que là, en tout cas, ces expériences-là, elles les tiennent avec brio, avec cette articulation entre un projet utopique qui a été vraiment le fruit d'un processus qui a conduit à son émanation, à son expression, et puis la structuration par le faire, par vraiment le rapport au faire de quelque chose qui le structure. Donc, il me semble que, voilà, du point de vue en tout cas des critères, moi, que j'avais en tête autour du travailler, quand je suis tombée sur ces initiatives, sur ces projets qui portaient ces dimensions, j'en étais tout à fait, voilà, ébahie, je dois dire, s'agissant de la pépinière. Et en fait, ces projets qui émergent comme ça, hein, qui sont portés par les gens, par les acteurs, permettent aussi de rajouter d'autres critères qui sont d'importance pour eux du point de vue du vivre et du travailler. Je dis pour eux, je les rajoute de la part des protagonistes. Résister, pouvoir résister. Pouvoir prendre position par rapport à autrui qui ne serait pas en accord avec ce projet. Être en présence au monde, être là où on est à l'instant où on fait. En dignité, c'est-à-dire pouvoir se reconnaître dans ce que l'on fait et pouvoir en être fier. En beauté, en risquant, en espérant. Vraiment dans une participation active et réelle à l'existence collective enracinée. Et là, je me sers de Simone Veil pour retraduire ce que m'ont dit les gens sur le terrain, qui conservent une partie des trésors passés et envisagent les possibilités de l'avenir. Donc, il me semble que ces compositions, ces initiatives, elles sont normativement pertinentes pour penser et produire des mutations et des transitions souhaitables qui renversent un peu la table, qui changent des paradigmes habituels dans lesquels on est, s'agissant du régime de travail capitalistique dans lequel on est engagé, en vue d'un monde meilleur, plus favorable au travail et aux travailleurs. À ce titre, en tout cas me concernant, elles sont une source d'inspiration pour agir. On peut apprendre, me semble-t-il, des mouvements et circonstances à partir desquels elles émergent. On peut s'en inspirer pour proposer une démarche qui accompagne leur formation en s'appuyant sur une prospective qui appelle à voir large, à voir profond et à voir loin et à plusieurs. Alors depuis quelque temps, c'est ce qui m'occupe. Je travaille aux bases d'une démarche que là, j'ai pas le temps de vous présenter, mais sur laquelle on peut revenir si vous le souhaitez durant la discussion. Tout comme on peut revenir sur son champ de validité, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas applicable partout, elle n'est pas légitime de partout. Et évidemment, je la travaille à l'épreuve des interventions. Si j'ai encore le temps, selon mes collègues, une dernière slide. Est-ce que ça passe au niveau du temps ? Alors, pour ma part, j'affronte encore de nombreuses interrogations sur la gouvernance de tels projets, sur les rationalités de l'action qu'ils requièrent et sur la place qu'y prennent les protagonistes. Par exemple, s'agissant de la gouvernance, concevoir des contrats de base, donc ce que j'essaie de faire maintenant avec les acteurs qui ont des projets, bâtir et aider à faire émerger des utopies concrètes, structurées, qualifiées avec un diagnostic et les accompagner, ça oblige à penser à intégrer des rapports de composition, des rapports de pouvoir, des rapports de valeur, des rapports de force, des rapports de choix, qui fondent localement des formes démocratiques à instaurer pour aboutir à des accords entre les protagonistes. Comment organiser de façon vivante et continue ces formes démocratiques ? Là, je fais référence à un auteur français qui s'appelle Lyotard, qui interroge beaucoup sur Rancière, qui interroge beaucoup sur ces formes démocratiques dans de tels projets. Autre question, les rationalités qui sont à l'œuvre dans de tels projets, elles engagent au minimum 3 formes. L'exploration des débuts, mais qui doit être toujours présente, l'expérimentation, et puis la cristallisation, parce qu'il faut bien qu'il y ait des choses quand même qui avancent dans la mise en œuvre du projet. Comment est-ce qu'on peut matérialiser l'exploration à un moment donné et ne pas la conduire totalement tout le temps? Comment on peut protéger l'expérimentation grâce à une hétérotopie, mais qui ne tombe pas dans un enfermement coupé du monde? Comment fixer à un moment donné des acquis, des avancées, et comment on passe à l'une ou l'autre de ces formes en dynamique, puisque ces projets sont ouverts sur le futur.
Et enfin, dernière question, la place des personnes. Comment garantir que chacun, chacune puisse prendre part à ces aventures à sa hauteur, à son rythme, selon ses modalités, les modalités qui lui vont, entre prise de responsabilité, délégation, contribution, sans verser dans une idéologie de l'engagement ou le vernis de la participation, de la consultation. Ce sont des pistes que je continue d'explorer avec d'autres, évidemment, dans des projets, au service de projets dont on essaie de faire émerger l'utopie, et la question du travail et du travail dans l'utopie, et en assumant aussi le débat que ça peut occasionner au sein de la discipline. Ce débat est assez simple à formuler pour moi. Comment, en tant qu'ergonome, assumons-nous ou pas, collectivement, la portée politique du travail, du point de vue du vivre ensemble, de sa gouvernance et du futur? Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Bom, on passa a parte final. Vamos passar para a parte final. E nessa parte, Amanda e, em primeiro lugar, e depois o Xará vão fazer uma questão para a Valérie. Depois eu faço a minha última. Tá ótimo. Vai, Amanda. Bem, primeiro eu vou falar em português, depois eu faço a questão para a Valérie em francês. Primeiro, a apresentação foi ótima, muitos conceitos, muita informação, a gente fica até ansioso para entender tudo com mais detalhe, mas foi muito rica. Então, a pergunta né, Valérie, se você poderia resumir para a gente, né, a partir dessa riqueza aí que a gente teve na sua apresentação, quais que são as bases para essa prospectiva, né, ou seja, quais são as bases para uma reflexão sobre o futuro do trabalho? Valérie, pourriez-vous nous résumer quelles sont les bases de cette prospective et quelles sont les bases d'une réflexion sur l'avenir du travail, s'il vous plaît? O microfone, Renata, da Valérie. Ainda tá... Isso, agora sim. C'est bon? Agora foi. Oui, c'est bon, merci. Les bases d'une prospective du travail, d'abord, c'est d'assumer cette position qui peut paraître un petit peu peut-être radicale, de dire il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on part vraiment en exploration d'autres choses. On ne peut pas rester, on doit répondre à des questions qui sont des questions compliquées, qui sont pour l'instant non résolues. Par exemple, la crise dans laquelle on est, comme je le disais tout à l'heure, elle est systémique, il y a des dimensions environnementales, etc. On n'a pas la réponse, on n'a pas la solution. Là, on ne peut pas, en utilisant des solutions anciennes, résoudre des problèmes qui sont des problèmes inédits et aussi importants. J'ai choisi l'exemple de la pépinière parce que c'est déjà un exemple dans lequel, finalement, dans les années 60, on se trouve dans une région qui est dévastée au plan environnemental par de la monoculture et dévastée par, abandonnée du point de vue du travail industriel. Et se pose vraiment la question de savoir comment on peut inventer une autre forme de développement. C'est tout à fait contemporain, en fait. Il me semble que les bases d'une prospective, en lien avec ce que je vous ai présenté, c'est donc se dire il faut partir sur quelque chose qui est en lien avec ce que l'on souhaiterait faire, les valeurs. C'est pour ça qu'il me semble que la dimension normative et les préalables du point de vue du travail, ils sont très forts. Il faut qu'on se pose, nous, la question de la place du travail et du travaillé dans ces projets-là. Et la première des choses, c'est qu'il y ait une exploration des possibles associée à un diagnostic. Mais comme les problèmes à résoudre et la situation est très complexe, il ne peut pas y avoir un seul acteur et on ne peut pas avoir un diagnostic qui va être émis uniquement du point de vue d'experts externes qui pourraient résoudre à eux seuls, avec une expertise basée sur des techniques déjà connues, la situation.
Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas des experts ou des ingénieurs ou des techniciens qui soient en capacité de faire, hein. Pas du tout, hein. Gaston Berger a été l'un des fondateurs. C'est à cause de lui ou grâce à lui qu'une école d'ingénieurs française super intéressante qui s'appelle l'INSA existe. Donc Gaston Berger voulait former des ingénieurs humanistes qui soient en capacité, en dialoguant avec des hommes et des femmes, en prise avec des réalités, des problèmes du quotidien, aider à inventer des techniques pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc le point numéro 1, c'est quels sont les problèmes auxquels on a à s'affronter. Le point numéro 2, c'est donc quel est le diagnostic que l'on peut poser sur l'étendue de ces problèmes. Le point numéro 3, c'est ces problèmes, ils sont complexes, donc il faut que plusieurs personnes soient associées dans cette réflexion, hein, sur qu'est-ce qui fait problème et quels sont finalement qu'est-ce qu'on a envie pour demain. Nous, par exemple, qui sommes là ce soir, la question, c'est pas quel est le travail de demain, c'est quel genre de société a-t-on envie d'avoir? Quel genre de travail a-t-on envie de travailler, comme dirait De Jour, a-t-on envie d'avoir? Qu'est-ce que moi, j'ai un fils, qu'est-ce que je voudrais que mon fils, dans quelle société ai-je envie qu'il vive demain? Donc, le point de départ, c'est de partir vers qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qu'on veut pour demain et qu'est-ce qu'on doit expérimenter aujourd'hui pour arriver à atteindre ces questions-là. Pour arriver à donner corps à ce rêve, ce que je retiens de l'expérience de la pépinière, mais aussi d'une station de recherche expérimentale dans laquelle j'ai travaillé, puis aussi d'un projet qui est en train de se dessiner dans l'horticulture, c'est il faut explorer des possibles. Il faut explorer des choses que l'on n'a pas encore inventées. Il faut se poser des questions, il faut croiser des regards. Tout ça, ça veut dire que pour moi, en tant qu'ergonome, les bases d'une prospective du travail, c'est que finalement, le travail des ergonomes va être d'aider des acteurs à former un projet. Le projet n'existe pas encore. Il faut aider les gens à identifier à partir des problèmes dont ils souhaitent se saisir, parce que tout n'est pas, évidemment, on ne peut pas travailler sur tout. Finalement, qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce qui les préoccupe et comment on peut les aider à voir quelles sont les ressources existantes et les ressources à construire pour pouvoir faire une contribution à cette résolution de problème. Voilà, si je devais dire en quelques mots. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien. Ótima síntese, Valérie. Xará. Bom, boa tarde. Bom, eu vou fazer como a Amanda também, falo em português, e a Valérie, ela já entende bastante, aí fica mais fácil depois fazer uma breve tradução. Bom, ela comentou sobre a possibilidade de generalização, né, desse contrato de base. Eu acho que não tem dúvidas, eu vejo elementos, né, nas experiências que a gente também acompanha e tenta desenvolver tanto em empresas privadas como em empresas, em cooperativas e empresas de autogestão. Mas, né, nessa rápida apresentação, a gente vê um exemplo onde isso funcionou muito bem, mas a gente não viu o processo de construção, né, o que foi necessário para se chegar lá, no processo de, como você diz, de composição e não mais relação de subordinação. E aí eu queria, se fosse possível, que você explorasse isso nesses dois mundos. Quando a gente entra numa empresa onde prevalece a relação de subordinação empresa capitalista, a gente tem que construir esse contrato, essas relações, esses valores e permitir o desenvolvimento. E, paradoxalmente, em outras empresas de autogestão,
em que elas já nascem numa relação de cooperação onde não há subordinação formal, elas também ficam bloqueadas e esse projeto não consegue se desenvolver, ele vai até certo ponto e ele fica estagnado. E aí a gente teria que recomeçar ou retomar esse processo. Então, exatamente nesse ponto, o contrato de base, quando ele está, vamos dizer, mais amadurecido, ele dá essa orientação. Mas e antes? Ou quando está bloqueado numa situação de uma empresa privada, ou quando o processo que começou bem, formalmente, ficou bloqueado na prática, né? Como reiniciar esse processo? Quais são os elementos anteriores a um processo, a um contrato de base ainda não constituído? Mesmo sabendo que ele é um processo em constituição, existem elementos mínimos, né, para que ele possa funcionar, para que ele possa desenvolver. Então, vamos dizer, nesse momento inicial, originário, quais são as dificuldades que a gente encontra e como que elas podem ser superadas? Tu veux une petite traduction? Ouais, je veux bien pour être sûr d'avoir bien compris. Je crois que j'ai compris, mais... Oui, non, parce que tu nous as montré un exemple où le contrat de base, il était déjà... Quoi, un bon exemple, il avait déjà une expérience en cours. Mais quand on démarre une intervention dans une entreprise capitaliste, les rapports de subordination prédominent, comment démarrer avant que les contrats de base soient bien constitués, ou alors dans les entreprises de coopération, d'autogestion, parfois elles commencent bien, mais après, on peut même dire que le contrat de base initial, il est bloqué, on n'a plus la même dynamique, les rapports de pouvoir, les différences commencent à se poser, la différence entre les gestionnaires et les autres, etc. Alors, il faut reconstituer, il faut reprendre en main la dynamique d'un contrat de base qui a été, de quelque façon, il a été mise en difficulté, quoi. Alors, la question, c'est que nous avons bien monté des concepts que je pense que sont généralisables, mais le moment de commencer, de mettre en place ces dispositifs, qu'elle est très bien, mais le moment avant, quoi. Parce que je pense qu'effectivement, ce que je dis aux étudiants de la formation, quand je parle de ça, je pense que là, je vous ai fait une présentation rapide, mais il y a effectivement, tu as raison, des classes de situations qui sont très différentes. Il y a des moments, on a à faire face, si on veut se servir de ces outils autour du contrat de base, etc., à des choses qui peuvent être très différentes. On peut, je suis déjà arrivée dans des situations où, comme tu dis, le contrat de base il y avait quelque chose qui, sans être forcément en lien avec un dispositif utopique, c'est-à-dire où on rêve, où on a la prétention de changer le monde. Mais on avait quelque chose qui était avec des valeurs, avec des principes structurants. Et justement, en général, on appelle toujours les ergonomes quand il y a un problème. C'est-à-dire qu'il est rare qu'on nous appelle quand les choses vont bien. Donc, le travail que j'ai réalisé alors, c'est de retrouver les éléments constitutifs de ce contrat et de comprendre donc ses principes, ses valeurs, etc. Qu'est-ce qui faisait qu'il n'était plus structurant pour les gens? Alors là, je me suis retrouvée dans plusieurs situations. La première, c'est l'objet de l'entreprise ou de la coopérative, puisque ça existe aussi beaucoup dans le système agricole, a changé et le contrat s'est sclérosé. C'est-à-dire que les principes, les critères à partir desquels on agissait sont restés finalement
dans le monde antérieur et ne se sont pas mis en mouvement pour pouvoir suivre le projet finalement qui lui-même était en train de se transformer. Et du coup, il y a une désadéquation entre les principes qui permettent d'arbitrer les conflits, qui permettent de prendre les décisions, et ce sur quoi le projet finalement sur lequel on est. Donc là, le travail, ça a été de se dire, mais finalement, par rapport au projet maintenant dans lequel vous êtes, premièrement, qu'est-ce qui reste valide et qu'est-ce qui n'est plus valide, et surtout d'essayer de trouver des formes d'organisation qui au quotidien permettent de retricoter, d'être dans un processus. Je pense que François Hubaut et Christian Dutertre parleraient de réflexivité, qui permettent de continuer à réfléchir sur comment on doit maintenir constante une évolution de la structure qui aide le projet. Et là, le point qu'on a discuté, ça fait partie des questions que je pose à la toute fin de ce que je vous ai présenté, c'est qui participe de cette réflexivité. Les salariés disant, mais tout le monde, c'est très important et c'est très intéressant, mais on va organiser quelque chose qui permette de tourner sur cette réflexivité parce qu'autrement c'est trop épuisant. Faire et réfléchir sur le faire, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de raisonner, ça demande de savoir dire les choses. Donc, on va réfléchir à comment on organise ces temps de réflexivité. Donc, ça veut dire aussi que avoir du temps pour ça doit faire partie des principes de la chose. Et puis, comment on tourne pour pouvoir participer du débat. Parce que si on veut que ça reste vivant, justement, que ça ne se sclérose pas, il faut de la pluralité, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui aient la parole. 2, il ne faut pas que ce soit tout le monde. Parce qu'autrement, je vais rester poli puisqu'on est sur une chaîne qui peut être regardée par plein de gens. C'est le bazar. Si tout le monde veut dire quelque chose, c'est le bazar. 3, ça veut dire que quand on réfléchit en réflexivité, ce sont sur des choses concrètes. On n'est pas dans un débat comme ça, mais c'est pour résoudre des problèmes concrets en lien avec l'avenir et on essaie de voir cette adéquation. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, justement. Je ne sais pas si ça a répondu. Alors, la deuxième chose, c'est comment on fait émerger un projet ou un contrat. Ça aussi, c'est un truc sur lequel on est en train de travailler. Par exemple, je sais que certains parmi vous ont entendu ce que fait Jeanne Robert, qui est de notre équipe, sur un projet qui est dans un parc régional où il y a toute une question autour des tilleuls et de la culture des tilleuls. Et là, on est vraiment très proche de ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus vivre de la culture du tilleul. On s'interroge vraiment sur qu'est-ce qu'on peut faire autour du tilleul. Et donc là, on est au début de l'aventure où il y a différents acteurs qui se rassemblent. Des particuliers, des gens qui travaillent le tilleul, qui vont le tailler, des gens qui vont essayer de faire quelque chose du point de vue gastronomique, des gens et qui essaient de se dire quels sont les problèmes qu'on rencontre, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer de la valeur autour du tilleul. Et moi, ce que je trouve personnellement qui marche, qui est valide et qui est pertinent pour faire émerger un projet, c'est les expérimentations. D'ailleurs, dans l'histoire que je vous ai racontée, qui est en fait une très longue histoire, ce qui fait que les gens, finalement, ça crante, comme on dirait, ça s'exprime dans la matérialité du monde, c'est que dès le départ, tout de suite, on expérimente. On se trompe, on fait des erreurs, on s'engueule, on se dit, finalement là, justement, parce qu'on a fait un truc ensemble, on n'est pas d'accord, donc toi, tes valeurs, on n'est pas d'accord en termes de valeurs, on n'est pas d'accord sur... Et c'est comme ça que les choses se mettent en place. Mais très vite,
les gens expérimentent. C'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs. Hein. Il y a de l'avenir. Il y a besoin d'ingénieurs pour faire. Et en passer par le faire et en passer par le travail, c'est extrêmement important. Moi, il me semble que nous, dans cette aventure, ce qu'on a apporté aux gens, c'est notre expertise sur le travail. Parce que pour être beaucoup dans des milieux alternatifs de jeunes qui sont justement sur des projets très alternatifs, de choses qui sont très belles d'ailleurs, hein, sur des projets citoyens, des quartiers éco-citoyens, des projets alternatifs, etc., etc. Le problème, c'est que on part avec des rêves sans avoir fait l'exploration des ressources, des possibles, et on y part avec un engagement, un appétit en se disant qu'on va bouffer le monde, mais on parle beaucoup. Et après, tout de suite, on passe à une forme qui est une forme soit très cristallisée, donc très autoritaire de ce qu'il faut faire, soit qui se veut très démocratique, et où du coup, c'est le bazar parce que tout le monde a son mot à dire. Et du coup, on n'arrive pas à faire. Donc la question, il me semble, dans l'accompagnement de ces projets, c'est comment nous, on peut, en parlant du travail, du comment on va faire, des choix, des découpages qu'on fait, etc., aider aussi les acteurs à se poser des bonnes questions sur ce qu'ils ont à explorer, sur comment ils vont devoir s'organiser au quotidien. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, Chican. Uma última questão, só para encerrar, que na verdade, Valérie, não é bem uma questão, é mais um comentário. Porque você disse que na evolução da ergonomia, nós passamos de uma fase do diagnóstico, depois de uma fase da conduite de projet, da inserção da dimensão do trabalho nos projetos, e que nós precisamos de agora de desenvolver outras formas de intervenção. E você nos dá como pista esse contrato de base. Isso me faz pensar... você também dá uma pitadinha de uma certa crítica, dizendo que agir atualmente dessas formas é como se eu fosse o título do livro do Momolan. Dar uma cara humana ao taylorismo. Ou um mundo uberizado e etc. Mas, ao mesmo tempo, você mostra uma alternativa, que seria a construção desse novo projeto, ou que você chama de contrato de base. E que aí, eu acho que se tem uma diferença marcante, é que esse projeto não se constrói mais, talvez, dentro de um muro das empresas e precisa ser ampliado para diferentes atores de um território. Eu queria, então, que você só comentasse se a minha compreensão é essa, da ideia desse contrato de base. Seria uma nova forma, a construção de uma nova forma de intervenção em ergonomia. Je ne sais pas si tu as bien compris, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt un commentaire pour que tu puisses finir notre présentation. Attends, Valérie. Voilà. Je pense il faut penser d'autres formes d'intervention et que les frontières des entreprises sont explosées. Il faut effectivement penser à des formes d'intervention, d'accompagnement sur des projets qui concernent des territoires, des acteurs publics, institutionnels, mais aussi ce que Dewey appelle des publics
Les gens font des choses, ils ne nous attendent pas pour faire des choses. Les gens font des choses en dehors des entreprises, dans des formes qui sont des formes qui ne sont plus les formes traditionnelles du travail salarial. On est là appelé, il y a une de nos étudiantes du master qui travaille avec la Fédération des coopératives agricoles. Le diagnostic est utile, les outils du diagnostic sont utiles pour arriver à comprendre quels sont les termes des problèmes possibles dans une situation. Ça, c'est très utile. L'œil de l'ergonome attaché au travail systémique qui n'est pas externe et qui découvre le problème et les termes du problème avec les autres, il est, je pense, précieux. Mais en revanche, les formes que l'on trouve dans les ouvrages d'ergonomie qui ont beaucoup de valeur, je suis très attachée à ces ouvrages, je vous ai dit que j'étais élève d'Antoine Laville, mais les temps ont changé, les problèmes auxquels nous sommes confrontés amènent à d'autres formes d'intervention et on ne peut pas avoir raison tout seul. On ne peut pas avoir raison tout seul et il faut sortir des cadres habituels de l'entreprise. Je pense que vous travaillez, on a beaucoup à apprendre de ce que vous faites. En France, nous avons beaucoup à apprendre de ce que vous faites. Depuis plusieurs années, vous travaillez sur ces projets-là, sur des projets comme ça. C'est vous les pionniers en ergonomie sur ces projets-là. Valérie, le temps passe. Oui. Nous sommes déjà 1h30 et je voudrais te remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. De fond même de mon cœur. Non, c'est fermé. Bon, c'est fermé? Non, maintenant je peux parler. On peut dire des bêtises? Oui. Bon, ça va? Ça a été long, je vais regarder le temps que ça a duré. Non, mais c'est très bien. Écoute, Renata, Chicão, Amanda, vous voulez parler le dernier mot? On va finir, on peut rester, mais on va finir l'enregistrement. Oui. Bon, merci Valérie. On peut reprendre la discussion après. Je dois partir, j'ai un autre réunion. Mais Chican, avec plaisir, hein. Parce que je pense que, oui, mais c'est vrai ce que je dis là. Je pense que vous avez, ça fait longtemps que vous travaillez sur des projets qui sont en dehors des murs. Ça fait longtemps. Nous, on fait là, dans l'équipe, là, on est de plus en plus sur des choses comme ça. Avec Jeanne, là, moi, je suis en train d'initier un projet avec le parc de la Tête d'Or où il y a des serres qui sont des serres qui servent à la fois pour les écoles, pour les habitants, où ils se posent des questions, tout un tas de questions, les coopératives agricoles, etc. Et c'est vrai que comprendre le travail pour le transformer, hein, c'est pas possible, hein, ça suffit pas. Hein. Même les cours de la conduite de projet, ça suffit pas. Hein. Mais la technique, c'est bien quand même. Hein. Quand on parle de trucs concrets, ça permet que les gens... Je pense, ce que je te disais, Chican, qu'au revenir sur des trucs très concrets, quand les gens aussi se reposaient la question de ce qu'on fait, quel était le sens par rapport au projet, est-ce que c'est toujours en accord? Si tu es artisan et que tu utilises une mauvaise machine pour faire ton truc, tu vas tout de suite comprendre que ça marche pas. Hein. Mais si tu es dans le discours, l'ingénierie de la discussion, macachoualou, hein. C'est pour ça que j'aimerais bien venir vous voir au Brésil ou vous veniez nous voir en France pour qu'on fasse des trucs ensemble. Fait chier la pandémie. À distance. Oui. Mais avec plaisir, oui, pour discuter, bien sûr. Oui, on va faire ça. Et l'observation, commentaire de Marie là, c'est très important. Bon, merci bien. Embrasse ta famille. Amanda, sua última fala. Tá ótimo. Merci Valérie, c'était un plaisir. Merci, Amanda. Un énorme plaisir, une apprentissage énorme.
Obrigada em português, né? O pessoal agora no final não fez a tradução. Foi um prazer, viu, Valérie? Aprendi Merci. muito e a gente continua aí nessa trajetória, nesse aprendizado constante, tá bom? Merci beaucoup, merci à toi, c'était un plaisir. On s'est croisés, mais c'est vrai que, bon, ça serait sympa de se voir plus pour discuter. Voilà, on va trouver l'occasion. Oui, on va faire l'occasion. Tout à fait. Merci, merci. Je vois des petits mots. C'est gentil. Un bisou à tout le monde. Le Brésil manque. La France nous manque aussi. Oui, de gros bisous à tout le monde. De gros bisous. Bye bye. Bye bye.